De pathfinding. Elle va être longue celle-là. Ok, bon, aujourd'hui on va faire le flow de notre pathfinding, ce qui veut dire qu'on va être capable de déterminer un path à partir du point de départ et du point d'arrivée. Mais bon, comme ça va nous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui on va pas avoir le pathfinding le plus raffiné possible, on va faire ça dans la prochaine vidéo, mais au moins aujourd'hui on devrait avoir quelque chose de fonctionnel. Donc on est parti. Comme c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, je me suis dit que ça serait intéressant de commencer par regarder un petit overview de comment l'algorithme va se comporter avant de faire le code. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, j'ai un petit bonhomme qui veut se rendre à sa maison dans le coin en haut à droite. Donc, on a notre case de départ qui est la case où notre petit bonhomme est et il veut se rendre dans le coin en haut à droite ici, qui est sa case d'arrivée. Et ensuite, à gauche ici, vous pouvez voir qu'il y a deux encadrés. Il y a l'encadré Discovered et l'encadré Analyzed. Et ces deux encadrés sont en fait des listes de cases. Donc ici, dans le coin en haut à gauche, nous avons la liste de cases Discovered, donc toutes les cases que nous avons découvertes lorsque nous faisons notre pathfinding. Et par découverte, je veux dire une liste de cases que nous savons qu'elles existent et qu'elles font partie de notre grille. Parce que, par défaut, notre algorithme n'est pas au courant de toutes les cases qui existent dans notre grille, on les découvre toutes une par une. Et ensuite, il y a la liste d'Analyzed, qui ça, dans le fond, va contenir toutes les cases que nous avons découvertes, mais que aussi nous avons décidé de passer un peu plus de temps pour les analyser. Donc, dans le fond, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle case, on l'ajoute à notre liste de Discovered ici en haut à gauche. Et ensuite, parmi toutes les cases qui sont dans Discovered, on va décider de quelle case que nous voulons analyser, dans le fond, quelle case qui a les meilleures chances de nous rendre à notre destination, et on va l'analyser. Bon, voyons voir à quoi ça ressemble. Donc, on commence à l'endroit où notre petit bonhomme est. Donc, on découvre la première case, on découvre la case 0, qui est là où on commence. Et c'est tout, c'est la seule case qu'on connaît de toute notre grille au complet. C'est la seule case qu'on est au courant qui existe, et c'est la seule case qui est dans notre liste de découvertes. Et maintenant qu'on a découvert toutes les cases qu'on avait à découvrir, il faut passer l'étape d'analyse. Et en ce moment, comme on a seulement une case dans nos Discovered, on n'a pas grand choix de cases qu'on peut analyser, donc on va devoir analyser celle-là. Et pendant l'analyse, ce qu'on fait, c'est on découvre tous les neighbors qui appartiennent à cette case. Donc on prend la case 1, 2, la case 3 et la case 4. Donc tous les neighbors qui appartiennent à cette case. Et en fait, quand on ajoute nos cases dans notre liste, on ne fait pas seulement les ajouter n'importe comment, on les met dans l'ordre. Ordre qui est déterminé par la distance entre la case et la destination. Donc ici, dans ma liste de découvertes, on peut voir que les cases 3 et 4 sont placées avant les cases 1 et 2. Et ça, c'est vraiment juste parce que la case 3 et 4 dans notre grille sont plus proches de notre destination que les cases 1 et 2. Et ça veut dire que pour cet exemple ici, les cases 1 et 2 vont probablement jamais être analysées parce qu'elles sont vraiment trop loin de la maison comparativement aux cases 3 et 4 et probablement les autres cases que nous allons découvrir sur le chemin. Et bon, maintenant on vient de finir d'analyser la case 0 en découvrant tous ses voisins et maintenant c'est le temps de choisir la prochaine case que nous allons analyser. Dans ce cas-ci, la case 3 et 4 sont équivalentes parce qu'elles sont les deux aussi proches de la destination, mais dans ma liste ici à gauche, j'ai la case 3 en premier, donc on va prendre la case 3. Et maintenant, on fait la même chose. On découvre tous les voisins qui appartiennent à cette case. Donc 5, 6. 6, on le met en premier dans notre liste de découvertes parce qu'elle est plus proche de la maison que toutes les autres. Et même chose pour la 7 qu'on va mettre après le 6 parce que c'est la même chose pour le 3 et 4. Les deux cases sont équivalentes. Ensuite, l'analyse est terminée, on passe à la prochaine. Donc on prend la 6, on fait la même chose, on prend le voisin 8, 9, le 9 il s'en va en premier, et ensuite le 10 qui s'en va après le 9. Et on le fait encore une fois, on analyse la case 9 qui nous fait découvrir la case 11 et la case 12. Case 12 qui est la plus proche, donc on va l'analyser, et elle a seulement un voisin qu'on ne connaît pas encore, c'est le voisin 13, donc on va l'ajouter à notre Discovered List, et comme le voisin 13 est le plus proche de la target, parce que, évidemment, c'est la target, on va le mettre en premier dans notre Discovered List. Et en fait, c'est tout. Maintenant qu'on a découvert la case 13, qui est la même que notre target, ça nous donne accès à notre path complet à partir de notre petit bonhomme jusqu'à notre maison. Et c'est tout. C'est pas tant compliqué, il faut juste passer d'une case à l'autre jusqu'à ce qu'on arrive à la destination. Mais bon, là c'est le temps d'aller le faire pour vrai dans Unreal. Ok donc, in Unreal, la première chose que je vais faire, c'est me créer une nouvelle structure qui va contenir tout le data de notre pathfinding. Et je vais la créer dans Core Grid Utilities, ici. Donc voici ma nouvelle structure, je l'ai nommée S_pathfinding_data et je vais l'ouvrir. Dans ma structure, je me suis créé 5 nouvelles variables. Premièrement, j'ai un int point pour mon index ici. Ensuite, j'ai un integer pour mon cost to enter the tile. Ensuite, j'ai un autre integer pour mon cost from start, un troisième integer pour mon minimum cost to target, et finalement un deuxième int point pour mon previous index. Je sais que ça fait beaucoup de variables, je vais toutes vous les expliquer dans pas trop long, mais avant, faites sûr de juste appliquer les valeurs par défaut ici. Valeur que pour mes deux index, j'ai utilisé -999 pour les deux, le x et le y, comme ça je suis sûr que mes deux index sont invalides par défaut.
Ensuite, pour mon cost to enter tile, par défaut, il était à 1, ce qui fait du sens. Et finalement, pour mes deux derniers integers ici, j'ai juste écrit 999999, juste pour que ce soit des valeurs extrêmement grandes. Comme ça, je vais savoir facilement s'il y a un problème dans mon pathfinding et qu'une de ces valeurs ici sont invalides. Bon, maintenant que toutes les variables sont créées et que les valeurs par défaut sont écrites, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi qu'elle veut dire. Et je vais utiliser la case 9 ici pour vous l'expliquer. Donc, pour l'index, j'ai pas grand chose à dire, c'est l'index de la case, vous savez déjà comment ça marche. La prochaine variable est le cost to enter the tile, qui est à 1 par défaut, ce qui veut dire que peu importe d'où tu viens, si jamais tu veux rentrer à l'intérieur de la case 9 par ici ou par là par exemple, tu dois payer un movement point. En ce moment, ça n'a pas d'importance sur le pathfinding puisque toutes nos cases sont pareilles et elles ont tous le même type de sol. Mais plus tard, si jamais vous voulez ajouter des cases qui ont par exemple du gazon vraiment haut, peut-être que ça coûterait 2 mouvements de points pour entrer à l'intérieur de cette case, ou peut-être si la case contient de l'eau, peut-être que ça pourrait coûter 3 mouvements de pointe ou plus, ou dépendant de quel type de case que vous voulez faire, ça peut avoir des coûts qui varient. Et c'est pour ça qu'on a cette variable-là, ça va nous permettre d'avoir un coût d'entrée différent dépendant du type de sol de la case. La prochaine variable est le cost from start, et celle-là, dans le fond, c'est très simple. C'est combien de cases que ça nous coûte pour se rendre à partir du début jusqu'à la case qui est ici. Donc, dans le cas du 9, ça coûte 1, 2 et 3 mouvements de points pour se rendre jusqu'au 9. Et bien sûr, cette valeur-là va varier dépendant du chemin que nous avons emprunté. Parce que si jamais, pour exemple, on avait décidé de prendre ce chemin-là ici, à la place d'aller en ligne droite, la valeur ici serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au lieu d'être 3 ici. Et on va donc utiliser cette variable-là pour se rappeler de combien de cases que nous avons dû traverser pour se rendre jusqu'à cette case-là ici. La prochaine variable est le minimum cost to target qui correspond entre la quantité de cases entre la case actuelle et la case de target. Donc en ce moment, il y a 2 cases. Cette valeur est seulement une estimation, puisqu'elle ne prend pas en compte le type de sol que nous devons traverser pour se rendre jusqu'à la destination ou s'il y a un obstacle dans le chemin. Et la raison pourquoi c'est comme ça, eh bien, c'est parce que le pathfinding n'est pas encore au courant d'à quoi ressemblent les cases qu'il y a entre la case que nous sommes dessus en ce moment et la case de destination. Donc, c'est vraiment juste un estimé d'à quoi ressemblerait la longueur de notre path si jamais toutes les cases qu'il y avait entre la case actuelle et la destination coûtent seulement un mouvement de pointe pour se rendre et qu'il n'y a aucun obstacle. Et nous allons utiliser cette variable pour déterminer quelle case de nos cases discovered que nous allons analyser en premier. Parce que dans notre cas ici, par exemple, si jamais j'ai le 10 et le 7 dans mes cases Discovered, je vais analyser la case 10 en premier puisqu'elle est plus proche de la case de destination que la case 7. Et finalement, la dernière variable est le Previous Index. Bref, la case que nous avons traversée avant de se rendre à la case que nous sommes dessus en ce moment. Donc dans ce cas, le Previous Index de la case 9 est l'index de la case 6 qui est ici. Et même chose pour la case 6 qui pointe vers la case 3 et la case 3 qui pointe vers la case 0. Et on va utiliser cette variable-là à la fin de notre pathfinding pour retrouver notre chemin à travers notre grille de cette façon. Bon, ok, on a fini avec la structure, on peut la fermer. Et voilà, on peut maintenant commencer à aller faire le pathfinding. Donc je vais aller dans mon dossier de grille et ouvrir BP Grid Pathfinding. Et ici, je vais me créer une nouvelle fonction. J'ai nommé la fonction findPath en lui passant 3 inputs. Les deux premiers sont 2 endpoints pour le start et le target pour pouvoir lui indiquer quelle case nous sommes dessus actuellement et quelle case nous voulons aller. Et ensuite, un troisième input qui est un booléen pour lui indiquer si nous voulons inclure les diagonales ou non dans notre path. Et finalement, en output, je retourne un arrêt de endpoint qu'il s'agit du path que nous venons de découvrir si on en a réussi à en découvrir un. Et en fait, pour tout le blueprint de pathfinding, je vais faire quelque chose d'un petit peu spécial. Je veux avoir accès à toutes les data que le pathfinding va générer à l'intérieur du blueprint complètement, non seulement à l'intérieur de la fonction. Comme ça, plus tard, on va pouvoir plus facilement débugger tout le blueprint et la fonction de pathfinding et on va même pouvoir être capable d'ajouter des timers ou des délais à l'intérieur du pathfinding et peut-être le contrôler pour qu'il avance seulement d'une case à la fois si on veut. Comme ça, on va vraiment pouvoir être capable de voir ce qui se passe dans le pathfinding une case à la fois. Et donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est prendre les 3 inputs que j'ai ici et les mettre dans des variables. Donc, promote to variable et promote to variable. Comme ça, on va pouvoir les référencer plus tard à l'extérieur de la fonction. Et voilà, je les ai nommés start index, target index et include diagonals. Et maintenant, pour le contenu de la fonction, je me suis dit qu'on devrait focuser sur le flow en premier et ensuite on va faire les fonctionnalités qui vont à l'intérieur des fonctions qu'on va appeler. Et la première chose que je veux faire dans le flow de mon pathfinding, c'est en fait de déterminer si le start index et le target index sont valides, parce que sinon on ne va pas essayer de générer un path si jamais les deux inputs ne sont pas valides. Donc je vais me créer une nouvelle fonction pour faire ça.
J'ai nommé ma fonction isInputDataValid. Elle va être responsable de regarder si le data qu'on a reçu en input est valide. On n'a pas besoin de rien lui passer en input parce qu'elle va avoir accès à toutes les variables qui font partie de notre blueprint qui sont ici. Et en output, elle va nous dire si le data est valide ou non. Donc un booléen que j'ai nommé isValid. Ok, on va pas faire la logique maintenant, on va juste aller la connecter dans le findPath qui est ici. Et je le connecte de cette façon. Donc, une fois qu'on a seté nos variables, on regarde si l'input data est valide et s'il n'est pas valide, donc si c'est false, on retourne directement avec un arrêt vide parce que ça sert à rien de chercher un path et on n'a pas trouvé de path pour un du data qui est invalide. Et c'est maintenant le temps de faire la première étape de notre pathfinding, qui est de découvrir la case sur laquelle nous sommes en ce moment. Et en ce moment, dans notre cas, c'est le start index. Donc, on va prendre le start index et on va le découvrir. Et pour faire ça, je vais me créer une nouvelle fonction. J'ai nommé la fonction discoverTile parce que ça va être la fonction qui va découvrir la case et je lui passe un tilePathData en input qu'il s'agit de la nouvelle structure que nous venons de créer, donc sPathfindingData. Encore une fois, je vais ignorer la logique de la fonction pour l'instant, je vais retourner dans mon findPath. Et je connecte ma fonction après notre branche si elle était à true et je vais splitter l'input comme ça. Pour l'index de la case, vu que nous sommes sur l'index initial, on va prendre notre start index et on va le connecter de cette façon. Le cost to enter tile, il n'est pas vraiment important parce qu'on est déjà sur la case, donc ça ne nous coûtera rien, donc on peut le laisser à 1 pour l'instant. Et le cost from start, eh bien on est sur la case initiale en ce moment, donc le cost from start, il est à 0. Ensuite, le minimum cost to target, c'est un petit peu plus compliqué à déterminer, donc on va se créer une nouvelle fonction pour faire ça. J'ai nommé la fonction getMinimumCost between two tiles et je lui passe les deux cases que nous sommes intéressés, donc index 1 et index 2, et ensuite je lui dis si on veut utiliser les diagonales ou non, donc un booléen qui s'appelle diagonals. Et ensuite je return un integer qui va être le minimum cost. Et en fait, je vais aussi mettre la fonction pure, comme ça va être plus facile à appeler plus tard. Et maintenant, on va juste retourner dans le findPath, la connecter. Et je l'ai connecté de cette façon, donc on lui passe le start index, le target index, comme index 1 et index 2, et on lui dit si on veut utiliser les diagonales ou non. Et ensuite on prend le return de la fonction pour setter le minimum cost to target. Et c'est tout pour le discoverTile, parce que dans le fond, on n'a pas vraiment de previous index vu que nous sommes sur la première case. Ensuite, si on revient à notre screenshot, on devrait maintenant avoir une liste qui contient toutes les cases que nous avons découvertes. Ce n'est pas le cas en ce moment parce qu'on n'a pas fait la logique de notre fonction encore, mais on peut créer notre list pour pouvoir l'utiliser pour le reste du flow. Donc on va créer une nouvelle variable. Je l'ai nommé discoveredTileIndexes et c'est un arrêt de endpoint qui contient tous les index que nous avons découverts. Je ne vais pas rien ajouter dedans pour l'instant, on va focuser sur le flow, mais on va ajouter des trucs à l'intérieur plus tard. Et maintenant, si on regarde le screenshot, la prochaine étape, une fois qu'on a découvert notre première case, c'est de l'analyser. Donc, on va créer une fonction qui va nous permettre d'analyser nos cases. Donc, nouvelle fonction. J'ai nommé la fonction AnalyzeNextDiscoveredTiles parce qu'elle va choisir à l'intérieur de notre liste de discovered pour trouver une case qui est la moins chère et l'analyser. Et ensuite, je return un booléen à la fin de la fonction pour nous dire si on a trouvé la target tile ou non en analysant la case. Et maintenant, même chose, je vais juste retourner dans le findPath pour connecter la fonction. Et on va la connecter de cette façon, donc avec une while loop, on va faire sûr d'exécuter notre fonction analyze pour toutes les cases qui sont dans notre discovered list, parce qu'on va les enlever de notre discovered list et les ajouter dans notre analyze list en même temps que nous les analysons. Et en fait, si jamais le completed de notre while loop se fait appeler, ça veut dire qu'on a déjà analysé toutes les cases que nous avons découvertes et qu'on n'a jamais trouvé le target dans ces cases-là. Et ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de path à partir de notre start index vers notre target index. C'est possible que le path soit bloqué par un obstacle ou peut-être une autre unité ou quelque chose comme ça, mais c'est pas possible de se rendre de la start index jusqu'à la target index parce qu'on les a toutes analysées une par une, on a toutes analysé les cases et on n'a jamais trouvé notre target tile ici. Donc on fait simplement retourner un arrêt vide et on dit qu'on n'a pas trouvé de path. Et en fait, ça nous amène à la dernière chose qui nous reste à faire. Si jamais on a découvert le target tile en analysant nos cases, ici, si jamais c'est true, ça veut dire qu'on a trouvé un path et il faut le retourner. Mais par contre, c'est pas aussi simple que juste le connecter comme ça, on va avoir besoin d'une autre fonction qui s'occupe d'aller regarder dans toute la data de toutes les cases qu'on a analysées et retrouver le path à l'intérieur de ces cases-là. Donc on va se créer une nouvelle fonction. J'allais nommer GeneratePath et je retourne un array de endpoint à la fin de la fonction. On peut retourner dans findPath pour l'appeler. Et je fais simplement la connecter de cette façon, donc si jamais on a trouvé notre target tile pendant qu'on analysait nos cases, on retrouve le path dans toutes nos cases qui ont été analysées et on le return à la fin de la fonction. Et c'est tout, on a fini avec le flow du pathfinding. En fait, pas vraiment. Parce qu'en fait, on n'a toujours pas fait la partie qui nous permet de découvrir les voisins de la case qui est en train d'être analysée et les ajouter dans la liste de discovered. Donc il faut encore aller faire ça. Et ça va se passer à l'intérieur de notre fonction AnalyzeNextDiscoveredTile. Et en fait, ici, on va retourner un petit peu en arrière. On est rendu à la première étape de notre analyse, qui est simplement de prendre notre case à partir des discovered et le mettre dans notre liste d'analyzed.
Donc ici, je vais me créer une nouvelle fonction pour déplacer la case de ma Discovered List vers ma Analyzed List. Et en fait, comme cette fonction-là ne fait pas juste prendre n'importe quelle case à l'intérieur de notre Discovered List, je l'ai nommée Pull Cheapest Tile Out of Discovered List, parce que ça va prendre la case qui coûte la moins chère. Et ensuite, je la retourne à la fin de la fonction, qui est un tile path data, qui est la nouvelle structure qu'on a créée, donc s-pathfinding-data. Et en fait, comme cette fonction-là va nous créer notre liste de Analyzed Tile Indexes, je vais créer la variable directement. Donc, un autre array de int point que j'ai nommé Analyzed Tile Indexes. Et maintenant, on peut retourner dans notre fonction d'analyse nextDiscoveredTile. Et on peut le connecter de cette façon. Donc, je prends le return de mon pull cheapest tile qui est ici et je le mets dans une variable de mon blueprint qui est ici aussi et que j'ai appelé currentDiscoveredTile. Et maintenant que notre case est rendue dans notre liste d'analysés, on peut commencer par accéder à tous les neighbors de cette case-là et les ajouter à notre liste de discovered. Et c'est ce qu'on peut faire simplement en appelant notre fonction getValidTileNeighbors qu'on a fait dans la vidéo précédente. On peut lui passer l'index de notre currentDiscoveredTile qu'on vient de setter ici, et ensuite on peut lui dire si on veut utiliser les diagonales ou non en utilisant notre variable includeDiagonals qu'on a seté au début de la vidéo. Et en fait, ici, on a un petit problème, parce que j'aimerais que cette fonction-là, maintenant, nous retourne notre nouvelle structure qu'on vient de se créer, au lieu de nous retourner un array d'index. Donc, on va devoir changer ça, mais par contre, ça va briser quelques trucs, donc il va falloir aller les réparer aussi. Mais bon, on va commencer par changer le type, donc je vais sélectionner ma fonction et changer le type ici à droite. Et je choisis s-pathfinding-data. Maintenant, si je compile, je vais avoir quelques problèmes. Et si je clique sur l'erreur, ça nous apporte ici, et ça dans le fond c'est parce que le return type de notre fonction n'est pas le même que la variable qu'on return, donc on va changer son variable type à elle aussi. Et maintenant que j'ai changé mon variable type pour qu'il soit un s-pathfinding-data ici aussi, il n'y a plus de problème, ça compile très bien, mais par contre on a une autre erreur ici, au moment où on les ajoute dans notre array. Et ça c'est parce qu'on essaie d'ajouter un endpoint dans un array de structure, donc c'est plus compatible, donc on va simplement tout déconnecter ça. Et ensuite, on peut reconnecter notre array et on peut splitter notre structure. Maintenant, on peut reconnecter notre index dans l'index. Et en fait, tant qu'à être ici, on sait quel est le previous index parce que c'est l'index qu'on a utilisé pour déterminer nos voisins et c'est l'index qui nous est passé en début de fonction ici, index. Donc, on va prendre notre index et on va le connecter ici à notre add à la fin, comme ça, ici, comme previous index. Ok, parfait. Maintenant, si on compile ce blueprint, ça devrait plus chialer, ça devrait être correct. Mais par contre, tous les endroits où on appelait notre fonction getValidTileNeighbors, ils devraient plus fonctionner maintenant, donc on va aller devoir les réparer. Et pour les trouver, je vais simplement retourner dans mon niveau et faire play. J'ai un pop-up qui me dit les blueprints qui ne compilent plus, donc j'en ai juste un qui est ici, donc je peux cliquer sur le lien, ça va ouvrir le blueprint. Maintenant, si je fais cancel, le blueprint devrait être ouvert, je vais fermer le message log, et ça nous amène dans notre fonction qui ne compile plus. Et bon, ici, ça fait juste chialer que dans le fond, le type de notre variable n'est pas le même en partant de notre fonction ici, dans notre for each loop et all the way jusqu'à la fin de notre add state to tile. Donc, ce que je vais faire, c'est juste déconnecter tout ça ici. Je vais reconnecter mon neighbors dans ma for each loop, donc ça change le variable type qui sort de mon array element ici. Et ensuite, je peux faire clic droit, le splitter pour avoir accès à l'index qui est à l'intérieur. Et ensuite, je prends mon index, je le connecte à mon add state to tile comme ça. Et maintenant, si on compile, ça devrait fonctionner. Et voilà, c'est tout, on a fini avec ce blueprint-là, on peut le fermer et retourner dans le pathfinding. Et enfin, on a aussi fini avec notre fonction de getValidTileNeighbors, donc on peut retourner dans notre fonction d'analyse qui est ici. Maintenant, la prochaine étape, c'est de promote les voisins dans une variable, donc promote to variable, et je l'ai nommé currentNeighbors. Et on va les connecter de cette façon à une while loop pour qu'on puisse passer à travers tous nos voisins et les analyser un tout petit peu plus, juste pour pouvoir avoir un petit peu plus d'informations, comme qu'on avait fait pour nos Discovered Tiles. Et parmi les tests qu'on va faire sur chacun de nos voisins ici dans le loop body, on va regarder si notre voisin est en fait la target tile. Mais si jamais on a passé à travers tous nos voisins et qu'on n'a jamais trouvé la target tile dans tous nos voisins, ça veut dire que notre while loop va être completed. Et ici, on peut return false parce qu'on n'a pas trouvé le target tile parmi ces voisins-là ici. Ce qui est complètement correct, c'est pas un problème, ça veut juste simplement dire que dans la case que nous sommes en train d'analyser, donc dans la Discover Tile qu'on est en train d'analyser en ce moment, aucun de ces voisins à cette case-là est en fait la target tile. Mais on va simplement pouvoir passer à la prochaine case à analyser et regarder ses voisins à elle. Si c'est pas là, on va passer à la prochaine, et à la prochaine, et à la prochaine. Mais ça veut simplement dire que pour cette case-là actuellement, aucun de ces voisins n'est en fait la case qu'on veut atteindre à la fin de notre path. Et c'est justement ce qui nous amène à la dernière partie de notre flow, qui est ici, dans le loop body. On va regarder si notre neighbor est en fait la case de target. Et si c'est le cas, bien, on peut retourner true à la fin de notre fonction parce qu'on vient de trouver la case finale de notre path. Mais bon, pour faire ça, on va avoir besoin de se créer une autre fonction encore une fois parce qu'on va aussi en profiter pour ajouter beaucoup de data à l'intérieur du pathfinding data de notre voisin. Comme ça, plus tard, on va pouvoir l'ajouter dans notre discovered list et ensuite dans notre analyzed list et on va pouvoir continuer le pathfinding de cette façon. Donc, on va commencer par se créer une fonction et on va pouvoir compléter le flow, donc une nouvelle fonction.
La fonction que j'ai nommée Discover Next Neighbor parce que c'est la fonction qui va ajouter nos voisins à l'intérieur de notre Discovered List et elle va aussi en profiter pour retourner si le neighbor était le target tile ou non à la fin de la fonction. Donc un booléen à la fin qui s'appelle isTargetTile. Et maintenant on peut enfin retourner dans notre fonction d'analyse et appeler la nouvelle fonction qu'on vient de créer. Et ici la fonction noReturnTrue, on se fait une branche ici et on retourne à la fin de notre fonction et ça devrait compléter le pathfinding au complet. Donc, juste pour récapituler rapidement ici, quand on essaie de trouver un path, on commence par setter nos variables et regarder si les variables sont valides. Ensuite, on prend notre case de départ et on l'ajoute à nos cases de discovered parce qu'on sait que la case existe maintenant que nous partons à partir de ce point-là. Et ensuite, tant qu'on a des cases à découvrir, on les analyse. On les analyse une par une, on continue, jusqu'à ce qu'on trouve soit le path ou qu'on ait passé à travers toutes les cases qui sont découvertes. Si on trouve le path, on retourne le path. Sinon, on fait simplement retourner une liste vide parce qu'on n'a pas trouvé de path et on ne trouvera jamais de path. Et ensuite, quand on est rendu à l'étape d'analyser nos cases, ce qu'on fait, c'est on prend la moins chère des Discovered, on ne les analyse pas au hasard, on prend vraiment la moins chère, on prend les cases voisines de cette case-là et on les découvre toutes. Donc, on passe d'une case à l'autre, on découvre ses voisins et on les ajoute à l'intérieur de notre liste de découvertes. Et si jamais un de ces voisins-là était notre target tile, eh bien on arrête le pathfinding maintenant parce qu'on a trouvé la target et on a fini le pathfinding. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, si aucun des voisins était le target, on va simplement retourner false et on va continuer à la prochaine case à analyser encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on trouve la target. Et c'est exactement ce qu'on faisait ici. Donc on prend la case de départ, on l'ajoute à nos discovered et on l'analyse. Dans l'analyse, on découvre les voisins, les voisins, les voisins. On prend le moins cher, on l'analyse en découvrant les voisins, les voisins, les voisins. On découvre le moins cher, on prend les voisins, les voisins, les voisins encore une fois. On prend le moins cher, on l'analyse, on prend ses voisins, ses voisins. On arrive ici, on prend la moins chère encore, on l'analyse, et en ce moment, quand on analyse celle-là, on trouve que dans les voisins, il y a la case finale, donc on peut simplement retourner le path. Et voilà, ça conclut le flow de notre pathfinding. Il reste juste à faire toute la logique qu'il y a à l'intérieur de toutes les fonctions, et on a encore beaucoup de travail à faire. Ok, donc on est parti. La première fonction qu'on va faire, c'est le isInputDataValid parce qu'elle est au tout début du process. Dans le fond, on regarde si le input-data est valide avant d'essayer de calculer n'importe quoi. Et ça, c'est le premier check qu'on va faire. Donc, on va commencer par regarder si le start index n'est pas égal au target index. Donc, on s'assure que ce n'est pas la même case, puisque si c'est la même case, ça veut dire qu'on est déjà sur la bonne case, donc il n'y a pas de pathfinding à faire. Et si ces deux index-là sont égales, eh bien, on peut simplement retourner que le data n'est pas valide. Et maintenant que nous savons que les deux index ne sont pas les mêmes, ici, on va s'assurer que les deux index sont aussi marchables, parce qu'on ne veut pas calculer un path si jamais c'est pas possible pour aucune de nos unités de marcher sur le path. Et en fait, je vais aller faire ça dans la grille, parce qu'on va utiliser cette même logique-là à plusieurs reprises dans le projet. Donc, je vais aller dans Entry et Open BPGrid. Et ici, je me crée une nouvelle fonction. Je l'ai nommée isTileWalkable, je lui passe un index et je retourne un booléen qui dit si elle est walkable ou non, et j'ai mis la fonction pure. Et pour la logique, c'est relativement simple, on fait simplement accéder à notre case qui est dans nos grid tiles, on break le data pour accéder au type de notre case et on regarde si le type est walkable, et ensuite on simplement le retourne à la fin. Et en fait, c'est tout, on peut maintenant fermer la grille et retourner dans notre pathfinding. Et maintenant, on peut utiliser notre nouvelle fonction pour regarder si notre start index et notre target index sont walkable. Mais on va les regarder un par un. Donc ici, on commence par le start index. Donc on regarde le start index, est-tu walkable? Oui ou non? Non, ok, on retourne simplement false ici. Et ensuite, on fait simplement la même chose pour le target index. Donc, si le target index n'est pas walkable, on return false encore une fois. Mais s'il est walkable, on peut enfin retourner true à la fin de notre fonction parce qu'on n'a pas d'autres checks à faire pour l'instant dans la fonction. Donc, pour l'instant, on return true et si jamais on a d'autres checks à faire, on va simplement les ajouter ici. Et on peut maintenant passer à la prochaine fonction qui est la fonction discoverTile ici. Et en fait, pour cette fonction-là, on va se créer une nouvelle variable, une variable qui va nous permettre de conserver tout le data que nous avons généré lorsque nous faisons notre pathfinding. Donc, je vais commencer par me créer une nouvelle variable dans mon blueprint. J'ai nommé ma variable pathfindingData et elle va fonctionner de la même façon que la variable que nous avons dans notre grille, qui associe un index de notre case à une structure qui contient le data de chacune de nos cases. Donc, de la même façon, c'est une map qui passe un in-point en première variable et ensuite un sPathfindingData en deuxième variable. Donc, on fait un mapping entre l'index de nos cases et la structure que nous venons de créer. Comme ça, n'importe quand dans le pathfinding, on peut utiliser cette variable-là pour simplement accéder à toute la structure du data de nos cases basées sur leur index. Et maintenant que notre variable est créée, on peut simplement ajouter la nouvelle case que nous venons découvrir à l'intérieur de ce data-là. Comme ça, on va pouvoir la réutiliser plus tard. Donc, pathfindingData, add, on lui passe l'index en premier paramètre et ensuite la structure en deuxième paramètre. Et maintenant, la prochaine étape de notre Discovered Function est d'ajouter nos cases que nous venons de découvrir à l'intérieur de notre Discovered Array ici, en haut à gauche.
Mais par contre, on ne veut pas simplement l'ajouter à la fin de notre liste, ça serait trop simple. À la place, on veut l'ajouter de manière organisée, basée sur la distance entre la case que nous venons de découvrir et la target. Donc pour ça, vu que c'est un petit peu plus complexe que simplement faire un add sur notre liste, on va se créer une nouvelle fonction. Donc je vais le nommer fonction et me créer une nouvelle fonction. Et j'ai nommé ma fonction Insert Tile in Discovered Array parce que c'est exactement ce qu'on va faire. On va ajouter notre case à l'intérieur de notre Discovered Array. On lui passe le tile data que nous voulons ajouter à l'intérieur qui est de type sPathfindingData. Et je vais retourner rapidement dans ma fonction de DiscoverTile pour appeler cette nouvelle fonction. Donc on prend notre nouvelle fonction, on la connecte à la fin et on lui passe le tile data qu'on reçoit en input comme ça ici. Et maintenant on peut retourner à l'intérieur. Bon, ok, maintenant, c'est comment qu'on décide dans quel ordre qu'on va ajouter les cases dans notre array. Parce que dans le fond, il faut savoir combien que les cases coûtent, il faut leur déterminer un coût, une valeur. Donc, comment qu'on va faire ça? Eh bien, c'est relativement simple. Et de la façon que ça fonctionne, en fait, c'est on commence par regarder combien de cases que ça nous a pris, partir du point initial jusqu'à la case actuelle, et ensuite combien de cases qu'il nous reste à parcourir pour nous rendre jusqu'à la fin. Et même chose pour toutes les cases. Donc, ensuite, pour la case numéro 4 ici, on calcule que ça nous coûte 1, et ensuite combien de cases que ça nous coûte pour se rendre jusqu'à la fin. Et même chose pour les autres cases. Donc ici, on peut voir évidemment que ça nous éloigne de notre target, donc ça va réduire la possibilité que cette case-là soit choisie par le pathfinding parce qu'on est éloigné de notre target comparativement aux 3 et 4. Et ensuite, on a le même calcul pour se rendre directement. Et même chose pour la 1 ici, qu'on fait ça comme ça. Le dessin n'est pas très clair, mais dans le fond, le calcul est relativement simple, donc on va aller le faire rapidement. Et c'est comme ça qu'on fait ça. Donc, je me suis créé une nouvelle variable locale ici, un sorting cost, que j'ai mis en local variable. C'est un integer. Et pour le setter, on utilise le cost from the start, donc le coût que ça nous prend à partir de la case de départ, et le coût minimal pour se rendre jusqu'à la target. Donc, on additionne ces deux coûts-là ensemble et ça nous donne le sorting cost dans notre array de discovered tile. Et en fait, ici, je vais avoir besoin d'une nouvelle variable parce que nous avons notre array ici pour les Discovered Tile Indexes, mais il nous faut aussi une variable pour se rappeler de tous les costs de chacune de nos Discovered Tiles. On va utiliser deux arrays qui vont en fait travailler ensemble. C'est un petit peu étrange comme façon de faire, mais c'est juste pour que ce soit un peu plus optimal vu que le code va s'exécuter plusieurs fois. C'est la façon la plus optimale que j'ai trouvée pour que le code ne prenne pas trop de temps et que ça ralentisse pas trop le calcul. Donc, on va se créer une nouvelle variable ici. Je l'ai nommé Discovered Tile Sorting Cost et je l'ai déplacé proche de ma Discovered Tile Indexes parce que les deux arrays, ils vont travailler ensemble et ils vont se suivre. Donc, on veut qu'ils soient proches des deux pour qu'on s'en rappelle. Et en fait, la variable, c'est seulement un array de integer ici en haut à droite. Et maintenant que notre array est créé, on peut commencer à ajouter des éléments à l'intérieur. Donc, première chose qu'on va faire, c'est commencer par regarder si l'array qu'on vient de créer est vide. Donc, si c'est la première fois qu'on ajoute une case à l'intérieur de notre array, ici, il va être vide. Donc, on n'a pas besoin de comparer pour savoir quelle case qui est moins chère que quelle case, parce que l'array est complètement vide. Donc, on peut simplement ajouter notre case à l'intérieur de l'array. Et comme les deux arrays sont liés ensemble, il faut ajouter les éléments en même temps. Donc ici, c'est ce qu'on fait. On prend notre array de tileCost ici et on ajoute notre nouveau tileCost. Et même chose, on prend notre array d'index et on ajoute l'index de notre case. Et ça, c'était dans le cas où l'array était complètement vide ici. Mais par contre, s'il y a déjà des éléments dans notre array, il faut itérer à travers cet array pour deviner quel endroit nous voulons insérer notre nouvelle case. Et pour faire ça, ça va quand même nous coûter un peu de performance parce que cette fonction-là ici va se faire appeler vraiment souvent. Donc ici, juste pour sauver un tout petit peu de performance, je vais commencer par faire un premier check ici manuellement avant de itérer au travers de tout notre array au complet. Et ce check est en fait juste de regarder si le cost que nous venons de setter ici juste avant, si ce cost est plus grand ou égal au dernier élément de notre array. Comme ça, si jamais notre coût en ce moment est plus grand ou égal à celui qui est à la fin de notre array, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'itérer à travers tout notre array au complet pour trouver sa place. On le sait directement que cet élément-là, il va directement à la fin de notre array puisqu'il est plus grand que tout le reste de notre array. Donc ici, on compare et ensuite, si c'est true, on peut simplement le reconnecter à la même place qu'on avait connecté les deux autres ici, comme ça, parce qu'on fait simplement l'ajouter à la fin de notre liste. Et c'est ici que la partie coûteuse commence. Donc, on va simplement itérer au travers de tout notre array au complet, toutes les cases que nous avons découvertes jusqu'à présent, pour trouver le parfait endroit pour notre nouvelle case. Et ici, faites sûr d'utiliser une for each loop with break, parce qu'on veut être sûr d'arrêter d'itérer aussitôt qu'on a trouvé une place pour notre case. On ne veut pas continuer d'itérer à travers toutes les autres cases pour rien, en fait. Et c'est maintenant le temps de décider quel endroit nous voulons insérer notre nouvel élément à l'intérieur de notre liste. Et on va le faire de cette façon. Donc on compare notre array element qui nous vient de notre array de sorting cost et on le compare pour savoir s'il est plus grand et égal à notre cost actuel.
Et si la comparaison nous retourne true, ça veut dire que notre sorting cost ici est plus petit que notre array element. Donc, on veut insérer notre sorting cost juste avant l'array element que nous venons de trouver. Et c'est ce qu'on va faire de cette façon. Donc, on fait des inserts sur nos deux arrays ici. Notre premier array est le sorting cost, donc on va simplement insérer à l'intérieur de notre array notre nouveau sorting cost en utilisant l'index de notre array element ici qui nous provient de notre for each loop. Comme ça, on va insérer notre nouveau sorting cost juste avant le sorting cost qu'on venait de découvrir dans notre array en faisant notre for each loop juste ici. Et ensuite, comme ces deux arrays doivent toujours être identiques pour que le système fonctionne, on va faire exactement la même opération sur le deuxième array. Donc, on va prendre l'index de notre case et l'insérer à l'intérieur de notre array. Et pour la position à laquelle nous voulons l'insérer, ça va être la même exacte position que nous avons utilisée pour insérer notre sorting cost, juste ici. Et maintenant qu'on a trouvé une position pour notre case, on veut sortir de notre for each loop le plus rapidement possible. Donc, je vais prendre mon insert ici et le connecter dans le break, comme ça va arrêter de calculer. Et en fait, là, on voit que c'est pas très beau, mais on peut double-cliquer sur le lien pour ajouter des reroute nodes comme ça. Comme ça, c'est un peu plus clair que nous venons de ressortir de notre for each loop, comme ça ici. Et ça y est, on a fini avec cette fonction-là, donc on va passer à la suivante. Ici, j'ai seulement réaligné quelques trucs ici et là, juste pour que ce soit un peu plus beau, mais dans le fond, c'est exactement la même chose. Donc voilà à quoi ça ressemble, et nous allons passer à la prochaine qui est le Get Minimum Cost Between Two Tiles. Donc on peut l'ouvrir et on va aller faire ça. Et en fait, comme c'est juste des maths et que techniquement c'est un peu plus compliqué que ça parce que ça, dans le fond, c'est seulement la formule pour les grilles en carré. Mais bon, on va garder ça pour plus tard. Et en fait, comme c'est seulement des maths, je me suis dit que j'allais juste vous les donner comme ça et pas vraiment besoin d'explication là-dedans, je crois. Donc, si c'est les diagonales, on fait seulement une soustraction entre nos deux index, on prend l'absolu de chacun de nos résultats et on prend la plus grande de ces deux valeurs pour retourner notre cost minimal. Et si jamais on n'avait pas une grille en diagonale, au lieu de prendre le maximum de ces deux valeurs, on va simplement les additionner ensemble parce qu'on doit parcourir plus de cases si jamais on était dans une grille qui n'est pas en diagonale comparativement à une grille qui est en diagonale. Et comme j'ai dit, ça dans le fond c'est seulement la formule pour une grille qui est en carré. Mais dans le fond, comme la vidéo d'aujourd'hui commence à être très longue et que j'aime mieux qu'on finisse le pathfinding aujourd'hui au lieu de faire tous les edge cases ici et là, on va simplement garder les améliorations pour la prochaine vidéo. Et en fait, même si c'est pas la formule exacte pour la grille en triangle et en hexagone, ça va quand même fonctionner. Ça va juste prendre un peu plus de temps à calculer pour trouver notre path à partir du point de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est tout pour celle-là, donc on va aller à la prochaine. Donc Analyze Next Discovered. Oh, ok, celle-là est déjà faite. Donc on va aller dans le Generate Path Function, et ici. Cette fonction-là va être responsable de partir de notre case de target, parce que c'est la case que nous voulons accéder, et retracer le path jusqu'au début, donc 13, 12, 9, 6, 3, 0. Et ensuite les remettre dans l'ordre pour nous donner un path qui fait plus de sens. Donc, première chose que j'ai fait ici, c'est me créer une nouvelle variable locale que j'ai nommée current, qui est une variable locale qui est un endpoint, et j'utilise mon target index pour la setter. Donc, on va commencer à la fin de notre path, à notre target, et on va essayer de se rendre en allant de reculons pour se rendre jusqu'à la case de départ. Et on va faire ça en utilisant une while loop. Donc, tant que notre current index n'est pas égal à notre start index, on va continuer de sauter d'une case à la fois jusqu'à ce qu'on arrive au départ. Donc, on va utiliser notre while loop pour continuer de sauter en arrière, en arrière, en arrière, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas de retour au début. Et pour sauter d'une case à l'autre, on va le faire de cette façon. Donc, on va chercher dans notre pathfinding data, on va trouver notre case actuelle et on va essayer de retrouver le previous index, donc l'index précédent à notre case actuelle. Et on va utiliser ce previous index pour setter notre case current. Donc, en faisant ça encore et encore et encore et encore et encore, on devrait finir par retourner à notre start index d'ici la fin de notre loop. Et ici, pendant qu'on parcourt toutes nos cases, on va simplement en profiter pour les ajouter dans une liste qu'on va enfin pouvoir retourner à la fin de notre fonction. Donc ici, je me suis créé une nouvelle variable que j'ai nommée InvertedPath qui est une liste de endpoints. Je l'ai nommée InvertedPath parce qu'elle va contenir toutes les cases que nous devons parcourir pour nous rendre de la fin jusqu'au début, donc c'est vraiment inversé. Et ensuite ici, on va pouvoir simplement ajouter nos cases une à l'intérieur de notre InvertedPath. Juste ici, juste avant de setter notre current. Et maintenant, quand notre while loop va être terminé, ça veut dire qu'on va avoir trouvé toutes les cases qui se trouvent de la fin jusqu'au début. Maintenant, il faut juste les inverser encore une fois, juste pour les remettre dans le bon sens. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, à partir de notre inverted path, on va se faire une reverse for each loop pour partir de la fin et aller jusqu'au début. Et pendant qu'on fait ça, on va simplement les ajouter à l'intérieur d'une nouvelle variable locale que je viens de créer ici. Donc, même chose, cette variable locale-là est encore une array de endpoint. Donc, on les ajoute un par un à l'intérieur. Et ensuite, on peut simplement retourner notre array à la fin de notre fonction parce qu'on vient de recréer notre path en partant de notre case finale jusqu'à notre case de début pour ensuite l'inverser pour le remettre dans le bon ordre.
Bon, enfin, une autre fonction déterminée, donc on peut passer à la prochaine. Il nous en reste encore quelques-unes à faire, donc on va continuer. La prochaine est Pull Cheapest Tile Out of Discovered List. Donc on va ouvrir celle-là. Et en fait, cette fonction-là va être très simple parce qu'elle ne fait qu'enlever le premier élément de notre Discovered Tile List que nous avons ici. Et en même temps, il faut faire sûr aussi qu'elle enlève le premier élément de notre sorting cost. Comme ça, les deux listes ici vont toujours être équivalentes l'une à l'autre parce que ça, c'est très important. Il faut que les deux soient toujours pareils. Donc, quand on enlève un élément de notre première liste, il faut aussi l'enlever de notre deuxième. C'est pour ça qu'on le fait à l'intérieur d'une fonction. Mais avant de faire ça, comme en fait on veut retourner quelque chose à la fin de notre fonction, ici on veut retourner le data de notre case qui est la moins chère, on va simplement commencer par nous setter une nouvelle variable locale qui contient l'index de notre case qui est la moins chère en fait. Donc une nouvelle variable locale que j'ai nommée tileIndex qui est un inPoint. Et pour la setter, j'utilise le premier index de notre discovered list parce que dans le fond, on les a déjà sortés, ils sont déjà dans le bon ordre. Donc notre first index est toujours le moins cher. Donc on va prendre l'index 0 et on va l'utiliser pour setter notre tile index juste ici. Et ensuite, pour convertir notre index en pathfinding data, on va simplement faire un find comme ça. Donc, on prend notre pathfinding data, on fait un find dessus en lui passant l'index, ce qui nous donne une structure qu'on peut retourner à la fin de notre fonction, comme ça ici. Et ensuite, entre le début de notre fonction et la fin, on va simplement retirer notre index de nos arrêts. Donc ici, nos deux arrêts doivent toujours être les mêmes. Donc c'est pour ça qu'on fait un remove index sur les deux en lui passant le même index aux deux, donc l'index 0 dans les deux cas, qui est le même index que nous avons utilisé au début dans notre get ici. Donc, au début de la fonction, on fait un get, on get l'élément 0, on le met dans une variable, et ensuite, on peut le retirer de nos deux arrêts parce qu'on n'en aura plus besoin. Et en fait, la raison pour laquelle on veut retirer notre case de nos discovered, c'est parce qu'on veut la déplacer dans Analyzed comme ça. Donc, notre case était découverte, on vient de la découvrir, mais maintenant, on va l'analyser. Donc, on la retire de Discovered et on la déplace dans Analyzed. Et c'est aussi ce qu'on va faire. Donc, au même moment qu'on va l'enlever de Discovered, on va aussi l'ajouter dans notre deuxième liste. Et on va faire ça comme ça ici. Donc, on a simplement à faire un add sur notre Analyze Tile Indexes variable en lui passant le tile index. L'ordre dans lequel les index y sont à l'intérieur de cette variable-là n'a pas vraiment d'importance, donc on peut simplement faire un add de cette façon, c'est super simple. Donc, on retire la case de notre Discovered List, on l'ajoute à l'intérieur de notre Analyzed List, et ensuite on peut simplement retourner le data à la fin de la fonction pour qu'il soit utilisé plus tard. Bon, ok, dernière fonction. Et en fait, celle-là, elle va être très longue. Donc, Discover Next Neighbor. Et on est parti. Et on va commencer comme ça. Donc, l'important ici, c'est d'analyser le prochain neighbor. Donc, on doit accéder à notre prochain neighbor. Comment on fait ça? Eh bien, on prend dans notre current neighbors, notre variable que nous avons dans notre blueprint qui est ici, on va prendre le premier élément et on va le setter dans une autre variable que je vais nommer current neighbor, qui est la dernière variable que j'ai rajoutée ici. Donc, elle fait partie du blueprint. Ce n'est pas une variable locale, c'est une variable du blueprint, current neighbors, qui est une structure pathfinding data comme que nous avons pareillement dans notre current neighbors list ici. Et ensuite, on peut simplement retirer le premier index de notre liste parce que maintenant, on a pris le premier neighbor, donc on n'a plus besoin qu'il soit dans la liste, donc on peut le remove comme ça ici. Et ensuite, on passe à l'analyse de notre neighbor. Donc, la première étape qu'il faut faire, en fait, c'est de regarder si on ne l'a pas déjà analysé. Parce que si on l'a déjà analysé, puis qu'on a finalement découvert que c'était pas un bon voisin ou quelque chose comme ça, eh bien, on n'a pas besoin de le refaire, parce que sinon, ce serait juste une perte de temps. Donc, on va s'assurer qu'on ne l'a pas déjà analysé avant de l'analyser. Et pour faire ça, on va simplement utiliser notre variable AnalyzeTileIndexes, qui est la liste qui contient tous les index que nous avons déjà analysés. Donc, si notre index est à l'intérieur, ça veut dire qu'on l'a déjà analysé et on ne veut pas le réanalyser. Donc, on fait un contains ici sur notre array, comme ça on regarde s'il est à l'intérieur, et on fait un note juste pour inverser la condition, juste pour que ça soit plus clean. Donc, si c'est à false, ça veut dire qu'on l'a déjà analysé, donc on peut simplement retourner. Ici, c'est à true, ça veut dire qu'on ne l'a pas déjà analysé, donc on peut continuer avec le flow ici. La prochaine étape est de calculer le cost from start de notre neighbor, donc à partir de notre case actuelle, donc je suis sur une case et je regarde mon voisin, je veux savoir combien que mon voisin coûte à partir du début. Et pour faire ça, c'est relativement simple, on a juste à prendre mon cost from start à moi, donc je sais que je suis à 10 cases du début par exemple, et on additionne le cost pour rentrer dans mon voisin. Donc si moi je suis à 10 cases du début, comme je viens de dire, je peux ajouter le coût de mon voisin qui est, on va dire, 2 par exemple. Donc dans le cas où mon voisin coûte 2 pour rentrer à l'intérieur et que je coûte 10, le cost from start va être 12 je veux dire. Et le cost from start ici est simplement une nouvelle variable locale que j'ai créée juste ici.
Ensuite, on est aussi intéressé de savoir si nous avions déjà découvert ce voisin-là avant. Donc, si jamais c'était le voisin d'une autre case que nous avons déjà analysé et que dans ces voisins, il y avait cette case-là, donc on l'aurait déjà découvert avant d'arriver ici. Et si c'est le cas, on veut savoir c'était quel index dans le discovered. Donc, on fait ça comme ça ici. On regarde dans nos discovered index, on fait un find en lui passant l'index ici, et ça va nous donner notre index à l'intérieur de notre array de discovered. Index qu'on va pouvoir utiliser pour trouver quel était le coût de notre neighbor dans notre liste discovered, parce qu'on va peut-être pouvoir le réorganiser dépendant si jamais nous venons de trouver un chemin plus rapide jusqu'à ce voisin-là, et si c'est le cas, eh bien on va peut-être pouvoir le faire progresser dans notre hiérarchie de discovered pour le mettre dans le bon ordre. Et encore une fois, cette variable-là ici est une autre variable locale que j'ai créée juste ici. Et c'est donc ici qu'on va regarder si le voisin qu'on vient de découvrir est un nouveau neighbor. Donc si l'index est égal à -1, ça veut dire qu'il ne faisait pas déjà partie de notre discovered list. Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est un nouveau voisin. Donc on va simplement continuer le code ici à true. Mais par contre, si c'est false, on va faire quelques comparaisons encore avant de pouvoir continuer le code. Donc ici, si le neighbor existait déjà, eh bien on va commencer par reprendre le data à l'intérieur de notre pathfinding data, juste pour faire sûr d'utiliser le dernier data. Parce que quand on génère la liste des neighbors, on ne recalcule pas tout le data qu'on avait déjà calculé avant. Donc on va simplement retourner voir dans notre pathfinding data juste pour avoir le dernier data updaté complètement. Et ensuite, à partir de ce nouveau data-là, on va simplement regarder le cost from start pour savoir si nous venons de trouver un chemin qui est plus rapide pour se rendre du point de départ jusqu'à ce neighbor-là ou non. Si on n'a pas trouvé de chemin rapide, ça va être false ici et on peut simplement retourner. Mais par contre, si c'est true, on va revenir se connecter au même true que nous avons ici et on va ré-updater le data de notre voisin parce que maintenant, notre chemin est plus rapide pour s'y rendre. Et voilà, ici on peut simplement retourner parce que ce voisin n'est plus vraiment intéressant pour nous parce qu'on sait qu'on l'avait déjà découvert et que le chemin que nous avons trouvé juste présentement, le nouveau chemin que nous avons trouvé, n'est pas plus court que le chemin précédent. Donc ça ne sert absolument à rien de le redécouvrir, recalculer le chemin et tout. Donc on peut simplement retourner ici. On va ignorer ce neighbor-là. Et ici, juste avant d'aller se reconnecter au flow de notre branche d'en haut, on va simplement commencer par retirer notre nouveau neighbor, notre neighbor index. On va simplement le retirer de nos discovered list parce qu'on va le redécouvrir avec de nouvelles valeurs. Donc, on va commencer par l'enlever de notre liste pour pouvoir l'ajouter dans un meilleur endroit plus tard. Et ici, enfin, une fois que tout ça s'est fait, ici, on peut retourner en haut et se reconnecter au reste du flow. Reste du flow qui est relativement simple, il ne suffit que de découvrir ou redécouvrir la case en lui passant le data de la case. Donc ici j'ai ma fonction, je vais faire clic droit et split et reconnecter tout le data que nous avons besoin. Pour l'index de la case et le coût pour y entrer, eh bien ces valeurs ne changent pas, donc on peut simplement breaker le current neighbor et accéder à l'index et le cost to enter tile pour les reconnecter directement à notre fonction comme ça. Pour le cost from start, on peut simplement prendre notre variable qu'on a ici dans le coin en bas à gauche. Pour le minimum cost to target, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut utiliser notre get minimum cost between two tiles fonction que nous venons de créer. Et on va y connecter notre neighbor index comme index 1 et notre target index comme index 2. Et ensuite, on va aussi ajouter le include diagonals pour spécifier si on veut utiliser les diagonals ou non. Et finalement, on a besoin de setter le previous index de notre neighbor. Et en fait, cet index-là est l'index de notre current discovered tile parce qu'on est sur une case actuelle. Voici mon neighbor, voici je suis le previous index de ce neighbor. Donc, on prend son index à lui, qui est ici, on le break et on le passe en tant que previous index à notre fonction. Et c'est tout, la partie difficile est finie, il reste juste une dernière petite chose à faire avant de finir la fonction. Et c'est simplement de regarder si l'index de notre current neighbor est le même que notre target index. Parce que si c'est le cas, eh bien ça veut dire qu'on a fini le pathfinding et que nous avons trouvé notre chemin à partir du début jusqu'à la fin. Donc on va simplement retourner true, mais sinon on peut simplement retourner false et le pathfinding va continuer. Et voilà, on a enfin fini toutes les fonctions qu'on avait besoin de faire pour notre pathfinding. Mais en fait, il en reste encore une que je ne vous ai pas vraiment dit pour l'instant parce que je me suis dit que c'était un peu trop complexe d'ajouter ça directement au départ. Mais on va avoir besoin d'une nouvelle fonction pour nettoyer notre blueprint parce qu'ici, dans le fond, nous avons beaucoup de variables qui génèrent du data et qui sont conservées dans le blueprint. Mais par contre, on veut réinitialiser toutes ces variables-là à chaque fois qu'on essaie de trouver un nouveau path. On ne veut pas polluer le nouveau data que nous voulons générer basé sur du vieux data. Donc, on va se créer une nouvelle fonction juste pour nettoyer tout ça ici. Donc, nouvelle fonction. J'ai nommé la fonction clearGenerated_data et en fait, elle est très simple. Il suffit de clearer tout. Donc, on prend notre pathfinding data et on le clear. On prend notre sorting costs list, on la clear. Même chose, nos tile indexes, on les clear. Et nos analyze tile, on les clear aussi.
Donc, on clear tout ce qu'on avait généré dans des pathfinding précédents et on se retrouve avec un blueprint qui est complètement vide et clear. Et maintenant, on doit simplement aller appeler notre fonction et on va aller le faire dans findPath. Donc, quand on commence à essayer de se trouver un nouveau path au tout début ici, on va clearer notre data, histoire de repartir à neuf. Exactement comme ça ici. Ok, bon, c'est le temps d'aller tester tout ça, puis j'espère que ça va fonctionner parce que ça fait longtemps qu'on travaille. Donc, je vais retourner dans Entry ici, et il faut se créer une nouvelle action. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement dupliquer notre action ShowTileNeighbors ici. Donc, CTRL-W pour la dupliquer. Je l'ai nommé Action FindPathToTarget et je peux l'ouvrir. Ensuite, dans notre fonction de Execute Action, on va garder pas mal toute la même logique, ça va ressembler beaucoup. Mais par contre, on va changer les states qu'on utilise. Donc ici, on utilise le isNeighbor, mais on va avoir besoin d'un nouveau state pour isInPath ou quelque chose comme ça. Donc on va aller se créer un nouveau state. Donc je vais retourner dans Entry, je vais aller dans Grid, Utilities et ouvrir mon enum de TileState. Et ici, j'ai simplement ajouté un nouvel élément que j'ai nommé isInPath, et ensuite on peut sauvegarder et fermer l'enum, et on va aller dans notre Grid Mesh Inst Blueprint ici pour finir la connexion. Et ici, on a juste deux choses à faire. Donc la première, c'est d'ajouter une pin pour notre nouvel élément de isInPath ici, et ensuite on peut changer la couleur de isInPath. Et pour l'instant, en fait, je vais utiliser une teinte de bleu, comme ça. On peut maintenant compiler et fermer ce blueprint et retourner dans notre FindPathToTarget ici. Donc ici, première chose, je vais changer le state de isNeighbor, je vais le mettre isInPath à la place. Et ici, à la place de notre getValidTileNeighbors, on va appeler notre nouvelle fonction, donc findPath. Comme ça ici. On peut la remplacer, donc on va la reconnecter comme ça, on connecte l'index dans la target, on inclut les diagonales, on va déconnecter les neighbors de notre for each loop, on peut reconnecter notre for each loop de cette façon, et ensuite on peut tout supprimer et simplement la réaligner comme ça. Et ensuite, on peut simplement connecter notre arrayElement dans notre index et changer le state pour isInPath à la place du neighbors, comme ça ici. Et il reste seulement une dernière chose à faire et c'est de passer le startIndex à notre findPath fonction. Et pour ça, on va utiliser le selectedTile de notre player action. Donc, on va sélectionner une case et ensuite, on va faire un findPath à partir de cette case-là. Donc, je prends mon selectedTile, je le connecte et c'est tout! Et c'est tout pour notre action. Donc, on peut la compiler et la fermer. Et maintenant, on va aller se créer un bouton dans notre widget. Donc, dans notre debug menu, dans nos actions, je vais simplement dupliquer le ShowTileNeighbors, comme ça ici. Ensuite, je l'ai renommé button_action_findPathToTarget et je vais l'ouvrir. Pour ce qui est du côté designer, j'ai seulement changé le texte qui était sur le bouton pour qu'il soit écrit select/findPath parce que le clic gauche va être select, le clic droit va être findPath. Et justement, on change les actions ici pour que le clic gauche soit selectTile et l'action right-click soit findPathToTarget, comme ça ici. Et ensuite, on a fini, on peut aller dans le graphe. Et ici, où on fait le cast, on va supprimer ces trois nodes. Donc, on va supprimer le left-click, le cast et le include diagonals. Donc, on supprime ça ici. Et on les remplace de cette façon. Donc, ici, au lieu d'avoir mon left-click, j'ai mon right-click. Je cast pour le findPathToTarget, qui est la nouvelle action qu'on vient de créer. Et on lui passe le include diagonals de la même façon qu'on le faisait pour les neighbors. Et je crois que c'est tout. Il reste seulement à aller ajouter le bouton dans l'interface pour qu'on puisse le tester. Donc, on va compile, save, retourner dans Entry, aller dans notre debug menu dans nos tabs et ouvrir le tab Pathfinding. Et ici, c'est très simple, on peut simplement prendre le bouton qu'on vient de créer, le glisser dans notre vertical box et lui ajouter un petit 2 de padding pour qu'il soit le même que les autres boutons, comme ça ici. Ok, enfin, c'est enfin le temps d'aller tester, donc on va retourner dans Entry et faire Play. Je vais générer ma grid basée sur l'environnement, comme ça, si le pathfinding marche, on va bien le voir. Je vais aller dans mon pathfinding, je vais sélectionner mon action. Ok, ça sélectionne l'autre action aussi. On fixera ça dans la prochaine vidéo parce que je suis un peu fatigué, donc on va faire ça plus tard. Si je fais clic gauche, ça sélectionne une case, donc parfait. Et ensuite, si je fais clic droit, ça fonctionne pas. Oh non. Ok, bon, ben je vais aller voir c'est quoi le problème, puis je vous reviens dans 30 secondes. Et je viens de trouver le problème, je crois. Donc, c'est dans notre BP Grid Pathfinding, dans notre fonction de Pull Cheapest Tile Out of Discovered List, juste ici. En fait, on enlève notre case de notre Discovered List, on le met dans nos Analyzed, ça c'est bien. Mais par contre, on retourne rien à la fin de notre fonction parce qu'on ne l'a pas reconnecté. Donc, je vais juste la reconnecter comme ça. Et maintenant, ça devrait fonctionner. Donc, je vais juste compile save et on peut retourner tester tout ça. Bon, ici j'ai ma grosse grille générée sur l'environnement, donc comme ça ici, je peux sélectionner mon action, si je fais un clic gauche, sélectionne mes cases, parfait, et si je fais un clic droit, et voilà, on a le pathfinding qui fonctionne et qui contourne tous les obstacles et tous les trous et tout, et qui se rend du début jusqu'à la fin sans problème. Parfait. Maintenant, on va voir ce que ça donne si on inclut les diagonales aussi. Donc, incluons les diagonales et ça semble bien fonctionner aussi.
Le path, il va un peu tout croche, il fait gauche-droite, 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 mais bon, il utilise quand même le minimum amount of cows que ça lui prend pour se rendre jusqu'à la fin. C'est juste que au lieu d'aller en ligne droite ici, il fait gauche-droite, 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 parce que pour lui, de toute façon, c'est le même calcul au final. Il va utiliser le même nombre de mouvements points, donc c'est très bien pour lui. Parfait. Donc ça fonctionne comme on veut. On va juste améliorer ça, le wiggly wiggly, dans la prochaine vidéo, parce que j'ai pas le goût de le faire aujourd'hui, mais anyway, il faut le polish, le pathfinding un tout petit peu, puis ça va faire partie du pathfinding qu'on va polisher. Ensuite, je vais juste aller voir rapidement si ça fonctionne sur les autres grilles. Donc, je vais aller dans ma grille hexagone pour voir. Donc, hexagone, hexagone, je retourne dans le pathfinding. Et ici, si j'essaie de faire le pathfinding, on voit que ça semble bien fonctionner. Ça contourne tout bien les obstacles. Parfait. Et ça fonctionne même si mes cases sont plus hautes. Donc, il descend des marches, il monte des marches. Donc, c'est parfait. Ça semble tout bien fonctionner pour les hexagones. Maintenant, je vais aller faire les triangles. Donc, grille triangle comme ça ici. Donc, je vais me sélectionner une case et ensuite, si je fais du pathfinding, OK, c'est un peu étrange, mais on dirait que ça fonctionne. Mes triangles sont un peu étranges, ils vont en zigzag, mais on dirait que c'est à ça que ça ressemble quand on prend des triangles avec des diagonales. OK, c'est intéressant, c'est intéressant. Par contre, si on enlève les diagonales, on voit à quoi ça ressemble. OK, ça fait beaucoup plus de sens. Ça, c'est un path qui est beaucoup plus facile à se mettre en tête. Donc voilà, on dirait que ça fonctionne très bien, même quand il n'y a pas les diagonales pour les triangles. C'est sûr que le chemin n'est peut-être pas le plus optimal tout le temps, mais ça va faire partie du polish qu'on va faire dans la prochaine vidéo, ça aussi. Donc, parfait. Je crois que ça conclut la vidéo d'aujourd'hui parce que je commence à être fatigué et je crois que vous aussi, vous l'êtes. Donc, on va se revoir dans la prochaine. Bye bye!